ce matin qu'un petit plongeon dans la mer du Nord, hein, pour réveiller tous les esprits. Donc une mer du Nord qui prolonge effectivement l'océan Atlantique et qui a, pour rappel, une surface comparable à la France métropolitaine, hein, quand même, et dont le territoire Flandre-Dunkerque, qui nous occupe aujourd'hui, tient une place tout au sud. Donc on pourrait presque se targuer d'être la côte sud de la mer du Nord, et donc elle est bordée par 9 pays. Ce littoral, Flandre-Dunkerque, on le partage, donc cette côte sud, c'est également celle du département du Nord. Elle a également un petit rappel avec le nombre d'habitants, donc 2 600 000, hein, en stade INSEE de 2017. Et donc, la communauté urbaine de Dunkerque, le littoral de la communauté urbaine de Dunkerque, le littoral du Scott, 9 communes ont une façade maritime et sont concernées par, en partie par la loi littorale. Un fleuve côtier, un grand port maritime, et tout ça sur seulement 35 km de façade. Donc on sent déjà qu'il y a un caractère un petit peu contraint de cet espace de contact avec la mer. Sur ces 35 km, donc plusieurs facettes composent, on va dire, cette façade maritime. Donc bien sûr, le territoire de Polder, en position juste arrière-littoral, où démarre l'avant-pays ou l'arrière-pays. Un littoral portuaire et industriel, très démonstratif, très visible dans le paysage. Un littoral naturel et balnéaire qu'on retrouve à la fois à l'ouest et à l'est de la façade maritime, avec d'un côté Grand-Fort-Philippe et Gravelines, et de l'autre côté les communes littorales de Dunkerque, Lefrancouc, Givelde, Zuidcote et Bredune. Donc là, vous pouvez voir, les schémas sont des blocs paysagers. C'est issu d'une démarche qu'on accompagne, qui est celle du plan paysage de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, ce territoire, on le sait tous, hein, il est pluriel. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à vous faire une présentation totalement exhaustive de tous les enjeux et de toutes les problématiques qui concerne cette frange littorale. Et on voulait insister effectivement sur quelques rappels. Et donc un territoire de conquête, hein, avec une terre gagnée sur la mer, hein, avec des travaux de drainage, d'assèchement qui durent depuis des siècles, mais aussi une terre de frontières, donc avec un certain nombre de conflits qui ont été très impactants. Un territoire de flux, donc je le disais tout à l'heure, un grand port maritime, donc forcément les flux qui vont avec, le troisième port français, mais aussi des grands axes de communication, tels que l'A16, mais il ne faut pas oublier tout le réseau ferroviaire. Un territoire attractif et convoité, donc avec l'essor balnéaire et urbain, et toujours ce désir de mer, hein, qui est commun à l'ensemble des littoraux. Sans oublier un territoire de tradition lié au caractère maritime. Bon, on va juste rappeler le carnaval. Et évidemment un territoire de contrainte et sous surveillance qui effectivement est un des enjeux forts où voilà, il y a un certain nombre de réglementations qui parfois se superposent et qui peuvent contraindre à la fois un certain nombre d'usages. Et sans oublier qu'en situation littorale, on est soumis effectivement à tous les phénomènes météorologiques. Et dans la perspective de l'adaptation au changement climatique, cela aura sûrement des grandes répercussions. Donc je le disais, un territoire pluriel, donc un territoire à gérer, mais également un territoire très riche de projets. Et je passe la parole à Nathalie Dominique pour la suite. Merci Vincent. Oui, donc comme on vient de le voir, les enjeux de ce territoire littoral sont très nombreux, voire trop nombreux finalement au regard du temps imparti pour notre présentation de ce matin.
Donc en fait, du coup, nous avons fait un choix, celui d'axer notre propos sur le caractère singulier de ce territoire, à savoir le fait qu'il est reconnu au niveau national comme un territoire d'enjeu fort, puisqu'il comporte 2 opérations nationales. Donc d'abord une opération d'intérêt national, le littoral industriel et portuaire du Grand Port Maritime, et ensuite l'opération Grand Site, le littoral dunaire et balnéaire des dunes de Flandre. Et ce qui nous intéresse en prenant ce parti, c'est bien de mettre en avant les enjeux locaux de ce territoire d'intérêt national et donc de parler de l'habitant, de l'usager au cœur de celui-ci. Donc nous n'allons pas aujourd'hui vous parler d'économie ou de tourisme, puisque l'économie c'était le sujet du rendez-vous précédent et le tourisme ce sera celui du rendez-vous du 6 novembre, mais nous allons plutôt vous parler de paysage et d'usage. Donc moi je vais aborder le premier point, le premier sujet qui est donc celui de la relation ville-port, et pour ça je vous propose un rapide flashback. D'abord, donc, la Seconde Guerre mondiale, comme on le sait bien, a anéanti le port et la ville. Ces photos qui sont issues du Centre de la mémoire urbaine d'agglomération, je remercie d'ailleurs vraiment au passage, témoignent de cette destruction massive. La reconstruction était donc une nécessité et finalement un énorme défi. La remise en état en 1955 de l'écluse Tristram marque la fin de la reconstruction du port et donc 10 ans après la fin de cette guerre, il est donc totalement reconstruit et l'activité reprend. Côté ville, dès 1948, c'est la reconstruction menée sous l'autorité du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Et en attendant, les habitants sont logés dans des baraquements, comme on le voit très bien sur cette photo là en bas au niveau du quartier des Glacis. En 1957, le choix national de Dunkerque pour la sidérurgie sur l'eau va bouleverser la géographie et les usages du littoral. Et les conditions du développement industriel vont se mettre en place avec la mise en chantier d'infrastructures majeures. D'abord le bassin maritime gagné sur la mer, on le voit là en photo lors de sa construction, le canal à grand gabarit, l'électrification de la desserte ferrée et puis tous les nouveaux accès routiers avec en particulier l'autoroute qui arrivera dans les années 70. Donc en 62, Usinor démarre son activité, 4000 personnes sont embauchées, et la même année, les premiers logements sont livrés à proximité immédiate dans la ZUP des Nouvelles-Saintes. Et le rythme de construction accompagnera vraiment le développement d'Usinor, 7000 salariés en 69, 11 000 en 73, ça va très vite. Et d'autres secteurs du Dunkerquois verront alors des développements urbains très rapides, sous forme de ZUP, zone à urbaniser en priorité, puis de ZAC, zone d'aménagement concerté. Donc dans les années 60-70, le développement industriel va bouleverser véritablement la géographie physique humaine du littoral et l'arrivée massive de population transformera des villages en villes. Et sur cette infographie réalisée par la Voix du Nord, on voit l'explosion démographique des communes de Fort-Mardic, Saint-Paul-sur-Mer et Grande-Synthe. À Grande-Synthe, par exemple, on voit que la population passera de moins de 3 000 habitants en 2002 à presque 25 000 en 1975. Donc, ce qui correspond à une multiplication par 8. Les infrastructures, évidemment, se multiplient, elles génèrent des coupures urbaines importantes, et on note que c'est aussi à cette époque que le port et la ville se structurent, puisque le port, qui était alors géré jusqu'alors par la Chambre de commerce et d'industrie, va devenir port autonome en 1966, et que les élus vont créer la première communauté urbaine de France. Donc tout ça, ça fait qu'une nouvelle façade littorale s'est construite et que l'activité s'étant déplacée vers l'ouest afin de permettre l'accueil de bateaux de plus en plus grands et de marchandises de plus en plus nombreuses, le port va s'étendre sur 17 km. Les 2 déclarations d'utilité publique de 69 et 76 vont successivement augmenter donc le périmètre de la circonscription du port. Donc, je vous ai mis une petite superposition de photos en haut à droite, une superposition de la photo aérienne de 1955 et de celle actuelle. Et donc, on voit très bien la plage qui s'étendait à l'époque entre là et le port Est, et le positionnement du port Ouest au niveau des dunes du Clipon. Sur la photo aérienne récente, qui se situe donc juste en dessous, sont repérées en blanc les communes dont la façade littorale est devenue industrielle et dont les habitants n'ont donc plus d'accès à la mer. Mais plus globalement, c'est l'ensemble des habitants des communes situées dans l'épaisseur littorale, entre Port-Est et Port-Ouest, qui ont été impactés, puisque les accès à la mer ont été reportés soit au niveau de Dunkerque, soit au niveau de Gravelines. Donc, autre fait marquant de l'histoire ville-port, c'est la mutation urbaine du port Est.
L'élément déclencheur en a été la fermeture des ateliers et chantiers de France en 87, un choc économique et social très important puisqu'il y a eu une perte d'emplois significative, 3500 emplois directs, 10 000 indirects, et un ambitieux projet de reconquête urbaine, le projet Neptune, a donc été lancé. En premier lieu, des ponts ont été réalisés pour désenclaver les secteurs délaissés par l'activité et permettre le développement de la centralité d'agglomération autour des bassins et retourner donc ainsi la ville vers son port. Donc vous voyez les deux petits schémas à peu près au centre des photographies. On voit le premier, c'est un cercle amputé de sa partie nord-ouest qui représente bien la ville de l'époque tournée vers l'intérieur, en rupture avec le port. Et le second, un cercle entier qui symbolise l'objectif d'une ville qui dialogue avec son port, complété par des demi-cercles concentriques qui symbolisent, eux, le lien avec la ville et la façade maritime. Bon, l'histoire récente, vous la connaissez tous, l'arrivée de l'université et du musée portuaire en citadelle, le développement de la plaisance et l'animation des quais, puis la création du quartier du Grand Large, et plus récemment l'aménagement du Môle 1 avec la réhabilitation de la halle au sucre et l'implantation de la patinoire. Alors ici, je vous ai mis la synthèse d'un travail cartographique que nous avons réalisé en collaboration avec le port et la communauté urbaine, sur la base de nos données, des données de nos systèmes d'information géographique respectifs et aussi d'interprétation de photo-interprétation de photos aériennes. Et on perçoit clairement le lien entre aménagement portuaire, développement industriel et dynamiques urbaines, avec notamment l'explosion urbaine des années 60 et 70 concentrée au plus près d'Usinor. Le développement urbain plus hiérarchisé à la fin des années 70 et au début des années 80 avec l'amélioration des liaisons entre l'Est et l'Ouest. Un ralentissement net de l'urbanisation des années 80 et 90 consécutif à la crise économique et à la perte d'emploi. Avec aussi, il faut le noter, parce que là du coup on ne peut pas le voir au niveau cartographique, mais qui est quand même un phénomène très important, c'est la mise en place d'une politique de renouvellement urbain. Et puis le phénomène de périurbanisation des décennies récentes, notamment observé depuis la mise en service de l'autoroute du littoral en 93. Alors, je voulais attirer l'attention sur une thématique très importante dans cette histoire commune ville-port, et qu'on voyait d'ailleurs dans les cartographies que je vous ai présentées précédemment, c'est la question de l'environnement, du cadre de vie, du bien-être des habitants. Donc cette préoccupation, les élus l'ont dès les années 70, elle est affichée dans le livre blanc en 72, elle est traduite ensuite dans le document d'urbanisme en 74, et un vaste programme de plantation est lancé avec d'une part des secteurs à vocation récréative et paysagère qui viennent en compensation de la perte de l'accès à la mer que l'on a vu tout à l'heure, et d'autre part des secteurs plantés entre les sites d'habitat et les sites industriels dans une logique là de protection. Donc, vous avez quelques images ici, dans la partie basse de la diapo, des ceintures vertes de Saint-Paul-sur-Mer, Gravelines, Nonneplage et Mardic. Et en haut de la diapo, le Bois des Forts et le lac de Putou, qui sont certainement les deux sites récréatifs majeurs, avec les petites photos des élus qui plantent les premiers arbres, Albert Lambert et René Carême, respectivement, ce qui montre bien l'engagement politique fort. Et c'est aussi dans les années 70 que les sites dunaires de l'Est de l'agglomération vont être acquis par la communauté urbaine, mais ça, Vincent vous en reparlera dans la seconde partie de la présentation. Donc les questions environnementales, elles ont depuis pris beaucoup d'importance. Le premier temps fort, ça a été certainement le schéma d'environnement industriel, démarche qui à l'époque était très innovante de concertation entre les élus, le port, les industriels et les associations de défense de l'environnement. Et la LUR en avait d'ailleurs assuré alors l'ingénierie. Mais au-delà d'une nouvelle manière d'aborder la gestion des risques technologiques et des nuisances au regard du développement urbain, il a été le point de départ surtout d'une nouvelle conception des espaces paysagers entre ville et industrie. Et on est passé d'une logique d'enfermement des villes dans un objectif de protection à une logique de transition avec le développement d'espaces paysagers plus ouverts, plus perméables, avec des surfaces plus généreuses, permettant le développement aussi de parcours de mobilité douce et plus de diversité biologique.
Pour exemple, en haut de la diapo, sur la photo aérienne de Mardic, on voit bien la ceinture verte initiale qui enserre le village, et en dessous, ce que l'on appelle la coulée verte de Mardic-Lone-Plage, qui elle est beaucoup plus ouverte et diversifiée. Et depuis, ces préoccupations environnementales n'ont fait que se renforcer, et de nombreuses actions ont été menées par la collectivité et le port séparément ou de manière conjointe. Je vous en ai mis une petite liste, hein, le schéma directeur du patrimoine naturel, des mesures compensatoires, l'orientation trame verte et bleue dans le plan local d'urbanisme, le rechargement en sable et la rénovation des digues, enfin on pourra en citer bien d'autres. Je ferai juste un petit focus sur le guide des bonnes pratiques environnementales et paysagères à l'intention des industriels. Ce guide, dont la réalisation a été confiée par Dunkerque Port à la GUR, est désormais joint au cahier des charges d'occupation du domaine portuaire, qui est remis donc à tout industriel qui signe ou qui renouvelle son contrat d'occupation. Et ça leur donne des recommandations sur des sujets aussi variés que la mobilité, le stationnement, le bâti, les clôtures, le maillage écologique et paysager, ou encore la gestion des eaux pluviales. Alors j'aborde maintenant la question de la distance qui s'est instaurée entre ville et port. Donc en effet, on constate que la ville et le port se sont éloignés, au sens où le citoyen, qu'il soit habitant du Dunkerquois, usager de ses équipements, de ses services, visiteur ou le touriste également, appréhende aujourd'hui difficilement le port, ses espaces, ses activités, ses métiers. Et au-delà du fait que le port se soit éloigné spatialement vers l'ouest, c'est aussi la conséquence de la prise en compte des risques technologiques avec l'établissement des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, et plus globalement celle des nuisances qui a eu pour effet d'éloigner les développements urbains. Et à cela, on peut ajouter aussi la fermeture de tous les sites d'activité portuaire dits sensibles en application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, la réglementation ISPS, qui a fait suite aux attentats de 2001. Donc cette distance, elle n'est pas observée qu'à Dunkerque, elle est observée dans bon nombre de villes portuaires dans le monde, et c'est pour cela que le réseau mondial des villes portuaires, l'AIVP, a développé un concept et un réseau de port centers. Plusieurs grandes villes portuaires ont ouvert des port centers, Anvers, Rotterdam, Bilbao, Gênes, Singapour ou Le Havre en France, pour ne citer que quelques-uns. Et à Dunkerque, le port center était en projet depuis plusieurs années, mais c'est le débat public qui a été organisé par la Commission nationale dans le cadre du grand projet de développement du port, le projet CAP 2020, qui a été l'occasion pour les habitants de réaffirmer leur attachement au port et leur volonté de mieux connaître ses activités, et ses évolutions et aussi ses projets. Donc ce port center, il est ouvert depuis cet été, il est porté par le Grand Port Maritime, la communauté urbaine et le musée portuaire. C'est bien sûr un lieu de connaissance et d'information, mais c'est aussi une porte d'entrée, puisqu'il est le point de départ de visite du port en bus. Donc à savoir que nous y avons apporté notre contribution en réalisant une vidéo interactive qui permet d'appréhender les évolutions et relations ville-port passées et qui ouvre la réflexion vers les enjeux urbains de demain. Donc vous pouvez la retrouver bien sûr en priorité dans l'exposition Port Center, mais également dans l'espace d'inspiration de la GUR. Donc dans cette volonté d'ouvrir le port vers le citoyen, des réflexions sont également en cours sur l'optimisation des mesures compensatoires au sein du territoire portuaire. C'est l'idée d'offrir, en plus de la compensation écologique, des zones d'usage pour les habitants et les visiteurs, de créer des espaces d'interface entre les sites urbains et les sites d'activité, de développer des nouveaux parcours de mobilité douce. Dans ce nouveau dialogue ville-port, les enjeux de projets urbains associés à l'évolution de l'activité industrielle et portuaire sont vraiment majeurs. Et ceci à l'est comme à l'ouest, mais dans des contextes très très différents. Donc à l'est, c'est la dynamique de reconquête des sites délaissés par l'activité qui va se poursuivre, du projet Neptune, avec le confortement urbain du quartier du Grand Large et du Môle 1, mais aussi à court terme l'aménagement du Môle 2, avec notamment l'implantation du parc d'innovation Eura-Énergie dans les domaines de la transition énergétique et de l'économie circulaire. C'est un parc d'activités qui permettra aux porteurs de projets de tester leurs innovations et de réaliser des prototypes en lien avec les industriels locaux.
Et à plus long terme, c'est le secteur des formes de Radou qui présente les plus forts enjeux urbains. C'est en effet certainement la mutation de ce site qui va permettre de compléter le lien entre le centre-ville, la ville balnéaire et la façade maritime. On y trouve également l'usine des formes qui a été mise en service à la fin du 19e siècle, qui fonctionne toujours et qui a conservé sa machinerie d'origine. Mais pour autant, ce bâtiment classé au titre des monuments historiques est en partie libéré de ses fonctions et pourrait donc évoluer vers d'autres usages à destination du public. À l'agence, nous engageons donc une réflexion sur les possibilités d'évolution de l'ensemble de ce site, étendu même jusqu'à l'écluse de Gaulle, donc vraiment jusqu'à la façade littorale. Et en ce qui concerne l'Ouest, le projet de développement des capacités d'accueil des navires porte-conteneurs, donc le projet K2020, qui induit l'extension du bassin de l'Atlantique, va considérablement modifier l'environnement des villes de Gravelines et de Lonne-Plage, du village de Saint-Georges-sur-Laa, et également, dans une moindre mesure, celui de la ville de Bourbourg et du village de Créluc. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le débat public a mis en évidence les enjeux en termes d'urbanisme et de mobilité, et pour ces communes, bien sûr, mais plus largement également pour l'ensemble du littoral. Notamment, une question importante, c'est la coupure urbaine qui va être matérialisée par le projet de déviation de la RD 601 au sud du futur bassin, et donc aussi, bien sûr, l'impact paysager de l'avancée finalement en profondeur des navires de grande hauteur et des plateformes. Alors voici la dernière diapo sur le sujet ville-port, qui est pour affirmer que l'identité portuaire est certainement, et sans nul doute, un facteur d'attractivité pour le territoire, dans le sens où elle ramène à l'histoire et à la géographie, et où donc elle fait sens. Donc j'ai volontairement mis la photo du flot de Saint-Paul en avant, afin de finalement permettre de faire une transition vers la seconde présentation, et ce dans la mesure où ce phare se situe à l'articulation des deux opérations nationales, l'opération d'intérêt national du Grand Port Maritime et l'opération Grand Site. Et donc je repasse la parole à Vincent pour la deuxième partie de la présentation. Donc juste pour resituer par rapport à la présentation de Nathalie sur l'ensemble du secteur portuaire où se trouve l'opération Grand Site, c'est le périmètre en jaune, en gros, du feu de Saint-Paul, la jetée de Malo jusqu'à la frontière avec la Belgique et la Flandre, et avec une épaisseur variable qui prend les secteurs balnéaires et bien entendu la dune fossile de Ghyvelde qui est en site inscrit. Donc finalement, l'émergence de la démarche OGS, Opération Grand Site, des dunes de Flandre, est dans la poursuite de la logique de la prise en compte et de la prise de conscience de la nécessité de protéger les derniers espaces des dunes flamandes, à un moment où celles-ci, on a pu le voir, ont été quand même assez bouleversées par l'opération d'intérêt national du port. Un littoral convoité est finalement un grand tournant qu'on peut marquer dans les années 70 pour les massifs dunaires, qui sont effectivement un peu les derniers vestiges à plus grande échelle des cordons dunaires qui reliaient quasiment le Cap Blanc-Nez jusqu'à presque au-delà de la Belgique, les Pays-Bas, voilà, qui constituaient la limite naturelle, la digue naturelle entre la mer et ce qu'on appelait le delta de l'Aa, grande zone marécageuse, il y a quelques siècles. Et donc, il y a eu plusieurs démarches de protection qui ont été engagées par le biais d'inscription, puis de classement, que ce soit au titre de la loi de 1930 ou en réserve nationale naturelle. Mais il y a eu également, comme le disait Nathalie, une politique volontaire aussi d'acquisition foncière par la communauté urbaine de Dunkerque, et après la création du Conservatoire du Littoral, voilà, il y a eu vraiment
un passage de relais, et l'objectif général étant de limiter, comme on peut le voir sur la photo de droite, l'exploitation du sable, mais également freiner l'essor de l'urbanisation balnéaire. Finalement, urbaniser ces secteurs-là était presque la façon la plus viable, enfin, la meilleure façon de viabiliser ces terrains sur lesquels pas grand-chose ne poussait. Néanmoins, le processus de littoralisation a fait son œuvre, avec une densification des activités humaines qui ont renforcé au fur et à mesure les coupures entre les massifs dunaires et qui ont aussi engendré une fréquentation et des usages plus forts dans les sites les plus sensibles. Donc les tissus urbains se densifient, on grignote les derniers espaces de franges, le tourisme se développe assez rapidement vers une forme assez dure, à savoir les campings, et aujourd'hui une grande majorité de mobil-hommes dans les campings. En 86, la loi littorale est votée, et sans s'éterniser sur la loi littorale, elle est là pour effectivement lutter contre l'urbanisation, on va dire, linéaire, continue du littoral, et elle résonne en nous avec bien sûr les mesures fortes, la classification des espaces remarquables, les coupures d'urbanisation qui visent à ce qu'il n'y ait pas des communes ou des villages qui se regroupent en situation arrière dunaire, ou encore la bande des 100 mètres où, à de très rares exceptions, aucune construction n'est autorisée. À ce stade-là, on peut dire en résumant que voilà, les grands équilibres de répartition sur le littoral sont acquis. Maintenant, ce sera surtout des questions d'interaction, d'interrelation et d'espace de transition entre, par exemple, les secteurs urbanisés, les dunes, et les secteurs agricoles et les dunes. Donc maintenant que ces équilibres, on va dire, sont un peu stabilisés, il y a des évolutions propres à chaque grand secteur, et dans les dunes, une petite parenthèse sur leur évolution et sur leur changement, la transformation de leur état, que ce soit du point de vue du paysage, avec une grande tendance à la fermeture des milieux, et donc au développement des dunes à fourrer et des dunes boisées, et finalement la disparition des grands espaces, comme on peut le voir sur la photo aérienne ancienne qui date de 67 de mémoire, la grande disparition des espaces de dunes de sable nu, qui faisait aussi toute la caractéristique de ces dunes flamandes, avec, on le voit bien, des dunes blanches qui dessinent des croissants, et on peut deviner les fameuses dunes paraboliques. Donc cette situation de transformation de ce paysage conduit a aussi des impacts sur la variété et la diversité des milieux naturels, avec clairement une perte de biodiversité. Et dernièrement, un grand projet, ça nomme Life Plus Nature Flandre, sur, à noter, les terrains du réseau Natura 2000, a visé à la restauration des dunes littorales, et donc à la réouverture, avec sur la photo du bas, vous pouvez voir en tout petit deux, trois engins de chantier qu'on croise plus souvent en milieu urbain ou sur les grands travaux de VRD que dans les dunes, et donc une réouverture forte pour réengager une dynamique et retrouver un petit peu l'ensemble
des cortèges floristiques et faunistiques qui sont recherchés par toute la politique et le réseau Natura 2000. Ces grandes opérations ont pu heurter un certain nombre d'habitants, de visiteurs qui ont eu voilà, la surprise de découvrir des engins de chantier dans les dunes, alors que quand on rentre dans les dunes, on est souvent habitué à voir les pictogrammes sur les panneaux du Conservatoire du littoral qui disent que beaucoup de choses sont interdites, mais là, effectivement, on pouvait croiser des sites où se passent des grandes manœuvres, et ça pose toute la question des valeurs qu'on partage autour de ces espaces. Et effectivement, ça permet aussi de rappeler que le paysage n'est pas aussi un objet figé, hein, et qu'il est en constante évolution et nécessite beaucoup de mesures de gestion. On en vient à la seconde grande opération qu'on souhaitait vous présenter ce matin, l'opération Grand Site des Dunes de Flandre, qui démarre en 2012, et c'est d'abord la reconnaissance d'un potentiel, à savoir qu'en donnant son accord, le ministère en charge de l'environnement reconnaît à la fois les qualités paysagères, les qualités naturelles et la singularité de ce site, et en même temps reconnaît aussi un certain nombre de problématiques liées principalement, on va dire, aux pressions qui sont exercées sur ces milieux. Donc là, je vais juste reciter les différents points. Donc, ils valident un peu le diagnostic qu'on leur a soumis. Donc, des milieux naturels fragmentés qui évoluent vers la fermeture des paysages et des milieux, ce qu'on vient de voir la diapo d'avant. Des franges urbaines dégradées, soumises à des pics de fréquentation non maîtrisés. Et je me permets un tout petit retour en arrière sur cette diapositive où vous voyez les photos en bas à droite et à gauche, où on peut voir l'impact factuel en fait d'une fréquentation non maîtrisée aux abords des sites urbains. Donc une fréquentation importante, notamment en période estivale, et qui a tendance à se concentrer sur les milieux les plus fragiles, que ce soit de la plage jusqu'au cœur des dunes, et des éléments de patrimoine, témoins du passé très riche, qui étaient peu lisibles au regard de leur importance historique, et qui étaient peu mis en réseau. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout cette politique autour du fort des Dunes encore, et du musée Dynamo. Aujourd'hui, après une série d'études préalables, d'échanges entre les partenaires, voilà, un périmètre phase 1 de projet validé en comité de pilotage présidé par le sous-préfet et par le président de la communauté urbaine de Dunkerque, et un certain nombre d'orientations stratégiques. Le périmètre, c'est celui que je vous ai proposé, que je vous ai présenté tout à l'heure, donc 3300 hectares, donc un tiers en site classé. Donc voilà, on avait à cœur de tenir un certain rapport d'échelle entre le territoire qu'on proposait et les sites classés qui sont ceux des dunes littorales, donc 900 000 hectares. 15 km avec la nouvelle plage qui s'est constituée véritablement devant la digue des Alliés, 15 km de plage jusqu'à la Belgique, et une estimation à 500 000 visiteurs, alors non pas sur l'ensemble du périmètre, mais principalement dans les espaces naturels. Donc, pour ce qui est des orientations stratégiques validées à ce jour, donc bien sûr préserver le cœur du grand site et révéler la valeur de ces paysages. Donc on est effectivement surtout le partage de connaissances, parce qu'au niveau protection, voilà, on a un peu les différentes strates qui le permettent. Sauvegarder et mettre en sécurité
ainsi que valoriser les différents sites de mémoire. Et on a étiré le périmètre jusqu'à la jetée de Malo dans cet objectif-là, de pouvoir aussi proposer une lecture de l'opération Dynamo à travers cette opération Grand Site. Améliorer l'accueil et l'organisation de la découverte. Alors là, on est dans un principe plutôt de vase communicant ou de solidarité, où effectivement il faut répartir mieux la pression de fréquentation et donc s'appuyer non pas que sur les sites remarquables, mais sur également des micro-lieux, des mini-lieux qui sont porteurs d'autres valeurs, comme par exemple dans le polder sur la gestion de l'eau ou dans les tissus urbains en mettant en valeur un certain nombre de villas et de patrimoine bâti. Conforter le développement local durable, c'est une orientation forte. On est sur un projet de territoire qui mise sur des éléments qui ne sont pas délocalisables. Donc, quelque part, il faut absolument que les habitants soient gagnants dans cette démarche-là et qu'on n'arrive pas à des situations d'opposition entre habitants et visiteurs. Et ce qui m'amène vers la dernière orientation, qui est associer les habitants et mettre en œuvre l'OGS, parce que finalement, tout le monde est un peu ambassadeur de ce site remarquable, mais aussi de ce cadre de vie particulier. Donc à travers cette double entrée qu'on vous propose aujourd'hui, un peu OIN-OGS, pour aborder quelques repères stratégiques sur le littoral Flandre-Dunkerque, il était important déjà de rappeler le caractère contraint et également sous surveillance du littoral, reposer également les grands équilibres et contrastes entre les secteurs urbains, portuaires, agricoles, industriels et naturels, et également de rappeler que c'est un littoral à géographie variable, dans le sens que suivant la thématique abordée, voilà, il aura une épaisseur ou il aura voilà, une façade étirée, que ce soit vers le Pas-de-Calais ou vers l'ensemble du littoral de la région Hauts-de-France, ou en direction de la Belgique, avec plusieurs d'ailleurs projets transfrontaliers qui réfléchissent à des coopérations, à des synergies au-delà de la frontière. Donc bien entendu, un territoire en constante évolution, et on voulait mettre l'accent sur facteurs de nouvelles interactions. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien de montrer comment les choses entrent en interrelation, comment les projets se lient, comment on fait des projets transversaux. Et donc quelques thématiques ressortent, donc d'alliance, paysage remarquable, paysage du quotidien, c'est un peu ce qu'on a vu sur la réorganisation des parcours, eau douce, eau salée, donc voilà, surtout dans ce dialogue où l'eau douce est également à remettre aussi sur le devant de la scène, et pour cela il y a un certain nombre de projets comme la valorisation des canaux à l'échelle de la communauté urbaine qui se passent, mais également toujours le principe de retourner la ville sur ces canaux, mais aussi de mettre en valeur le savoir-faire des Watringues. Sur la thématique adaptation, résilience, également, là, il y a ça me permet de parler du projet de ce qui se passe sur les pieds de coteau, où effectivement, il y a une espèce d'enjeu amont-aval sur la gestion de l'eau qui se joue, et donc là, on épaissit tout de suite les problématiques du littoral. Sur les hauts lieux, les lieux ordinaires, ça mêle effectivement patrimoine remarquable et micro-patrimoine, mais aussi qu'aujourd'hui on est face, et on le développera dans le petit déjeuner lié à l'attractivité touristique, par rapport à des visiteurs qui ont des demandes multiples et qui souhaitent dans un séjour à la fois avoir l'effet waouh, mais pouvoir rencontrer des habitants dans des lieux de vie beaucoup plus communs. Donc, en n'oubliant pas bien sûr le dialogue ville-port, mais Nathalie l'a très bien présenté avec tout l'enjeu sur le secteur des formes, enjeu à moyen long terme,
et cette sensibilisation en lien avec le Port Center, donc aller vers les habitants. C'est lié à espace naturel, espace public, voilà, une belle synergie sur justement comment on passe de l'un à l'autre et quand on circule, voilà, on ne change pas de casquette entre l'urbain et le naturel. Par contre, il y a des ruptures fortes aujourd'hui à gérer et donc il y a des solutions à trouver dans cette gestion des espaces de franges. Je terminerai avec découverte et interprétation, où là se pose toute la question des sites où on peut accueillir du public, des visiteurs, des habitants, et aussi tout le réseau, et peut-être parler du projet qu'on mène avec le CIVOM des Rives de l'Aa sur effectivement sur l'ensemble de leur itinéraire de découverte. Voilà, il y a des réflexions pour mettre en valeur des points de vue, du patrimoine, et là on fait bien le lien entre le chenal de l'Aa et quasiment les coteaux du Outland sur des liens piéton-cycle, et on pense que c'est un des grands enjeux de notre littoral de la région Flandre-Dunkerque, c'est de vraiment être abordé comme tout un système de relations. Donc,